Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer de voir si c'est possible aujourd'hui de retrouver la trace d'un soldat allemand, de retrouver son nom complet, retrouver sa famille, ses enfants et tout ça. Et on va le faire via ce casque et ce masque à gaz qu'on m'a donné quand j'étais enfant à Digne et qui vont donc servir d'exemple. Alors très souvent, on me contacte pour me demander si c'est possible de retrouver la famille d'un soldat allemand parce qu'on a par exemple un casque avec un nom d'un soldat écrit à l'intérieur. Et là, malheureusement, en général, la réponse c'est non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans l'armée allemande, il y avait des millions de soldats et il y avait des dizaines, des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de soldats qui avaient exactement le même nom de famille. Donc si la seule info qu'on a, c'est le nom de famille, eh ben, on peut en gros rien faire. C'est comme si vous aviez un casque français avec marqué juste Dupuis ou Fournier. Eh ben, super, mais des Fourniers, il y en avait des milliers. Donc si tu n'as pas d'autres informations, eh ben, tu sauras jamais à qui il a appartenu ton casque. Donc là, par exemple, il y a un deuxième casque avec un nom, vous voyez, VD Guest. Donc c'est sûrement von der Gist ou van der Gist. On se dit c'est un nom qui est pas spécialement courant, peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose. Mais en fait non, on va sur le site du service des sépultures allemandes, le Volksbund. On voit déjà qu'il y a plusieurs dizaines de mecs avec ce nom qui sont morts pendant la guerre, ce qui veut dire qu'il y en a encore beaucoup plus qui ont survécu. Et donc si on ne sait pas d'où vient ce casque, eh ben voilà, qu'on n'a pas d'informations supplémentaires comme le prénom, l'unité, le lieu exact où le casque a été découvert, ben on ne pourra absolument rien faire. Donc en règle générale, les noms ne peuvent pas être recherchés, sauf s'ils sont très rares ou bien si on a ces informations supplémentaires. Et je vais vous montrer que même avec des noms rares, on peut très bien se faire piéger. Par exemple, là, on voit la tombe d'un jeune soldat qui s'appelait Anton Rodošek et il a été tué à Cannes le 15 août 1944. Donc imaginez que dans la région de Cannes et Nice, je trouve un casque avec écrit à l'intérieur Anton Rodošek. Je vais dire, ah bah c'est forcément le casque de ce soldat, vu que le nom est déjà rare, et en plus c'est le même prénom, et en plus je l'ai trouvé dans la même région, donc c'est forcément son casque en gros. Eh ben non, parce que en fait on voit que il y a un deuxième soldat qui s'appelait aussi Anton Rodošek, qui est mort à Nice le 28 août 1944. Donc en fait on a deux soldats qui sont morts dans la même région, à quelques jours d'intervalle, et aussi on remarquera que tous les deux sont nés à quelques jours d'intervalle, et ils venaient tous les deux de Slovénie, et tous les deux, ils avaient 18 ans. Voilà. Donc si on trouvait un casque avec ce nom Anton Rodošek, eh ben, ça serait difficile de savoir auquel des deux ça avait appartenu. Par contre, au contraire, si on a des informations très précises sur le lieu où un casque a été trouvé, là on peut déduire beaucoup de choses, même avec très peu d'infos. Là, par exemple, vous avez un casque avec les initiales SL à l'intérieur. Donc, a priori, on se dit, ben, ça, c'est impossible de faire une recherche. Mais ce casque, je sais qu'il vient d'un petit village à la montagne où il y a eu un combat pour juste une journée. Et je sais qu'il a été pris sur un Allemand qui a été tué pendant le combat. Et puis, j'ai fait des recherches. J'ai pu avoir la liste de tous les Allemands tués ce jour-là, dans ce village. Et il y en a un seul qui a des initiales qui matchent. Vous voyez, ce Sputek Leo, âgé de 18 ans, encore une fois. Donc là, c'est sûr que juste avec des initiales, on ne sera jamais sûr à 100%, mais avec les infos qu'on a, ça commence à être assez convaincant que c'est probablement le casque de ce soldat. Donc revenons-en à ce fameux casque qu'on va analyser dans la vidéo et à ce masque à gaz. Donc ces objets ont été trouvés à Digne, dans le sud de la France. Donc Digne, c'est dans les Alpes, et ça a été libéré vers le 19 août 1944, juste quelques jours après le débarquement de Provence. Et quand j'étais enfant, j'y suis allé en vacances et j'ai eu beaucoup de chance dans une ferme. On a parlé de la guerre et les gens m'ont dit qu'il y avait un casque allemand et un masque à gaz à la cave. Et ça, c'est la cave. Et ici où il y a la bouteille de vin derrière, il y avait le casque allemand posé. Et puis ici où il y a les bouteilles de vin, il y avait le masque à gaz pendu. Et ils ont été super sympas, ils m'ont donné ça comme ça. Alors, on regarde ce casque. Qu'est-ce que c'est la première chose qu'on remarque? On voit qu'il y a une espèce de fil qui fait tout le tour et on se demande à quoi ça peut bien servir. Alors voilà, il faut savoir que dans la Deuxième Guerre mondiale, le camouflage, c'était encore un truc un petit peu expérimental. Donc la plupart des soldats, ils avaient des objets qui étaient de couleur verte ou de couleur grise pour être, disons, discrets.
Mais le camouflage proprement dit, ça, c'était encore relativement rare. Donc les soldats étaient obligés d'improviser et ils accrochaient des fils sur leur casque pour pouvoir comme ça mettre de la végétation et se camoufler. Et on notera que ce soldat-là, justement, il a une tenue réellement camouflée parce que, en fait, c'est pas un soldat de l'armée de terre, c'est un soldat de la SS et la SS était un petit peu en avance sur l'armée allemande au niveau du camouflage. Donc du coup, les soldats, ils improvisaient comme ça ce camouflage. Et puis quand on regarde les photos d'époque, on voit souvent ce genre d'improvisation. Là, c'est des soldats à Nice et on voit que sur tous les casques, on devine qu'il y a des grillages de poulailler qui ont été accrochés. Là, c'est la tombe d'un soldat tué dans la région de Nice. Et quand on regarde de près, on voit qu'une fois de plus, il y a un grillage de poulailler qui a été mis sur le casque. Et également en fouille ou bien dans les maisons, chez les papys, tout ça, quand on trouve des objets, souvent il y a des fils de fer ou des grillages de poulailler dessus, comme ça. Voilà, donc c'est relativement courant ces improvisations. Donc revenons encore au casque de Digne, on voit donc qu'il y a ce fil qui fait tout le tour. Quand on regarde de près, on voit qu'à l'intérieur, en fait, il y a du fil de fer. Et puis, qu'est-ce que c'est ce fil? C'est du fil électrique, en fait, de l'époque, du fil téléphonique, probablement. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Il y a un aigle sur ce casque. Donc ça, c'est l'aigle de couleur blanche. Ça veut dire que c'est un casque de l'armée de terre. Certains diront qu'il est jaune. Jaune, c'est pour la marine. Mais en fait, la plupart de ces casques avec l'aigle jaune, c'est juste des aigles qui étaient blancs à la base et qui ont jauni avec les années. L'intérieur du casque, donc rien de particulier. Malheureusement, il y a aucun nom écrit. Quand on regarde la jugulaire, on remarque quand même qu'il y a une date, 41. Et puis, maintenant, venons-en au masque à gaz. Alors, pourquoi j'appelle ça un masque à gaz? Qu'est-ce que c'est cette boîte? Vous voyez, on voit toujours dans les films les soldats allemands avec cette boîte de conserve là, accrochée sur le dos. Quand j'étais gosse et que je voyais ça dans les films, je trouvais ça plutôt cool, mais je savais pas ce que c'était à l'époque. En fait, voilà, c'est une boîte en fer dans laquelle il y a le masque à gaz. Et le but, c'est que le masque soit bien protégé de l'environnement, qu'il ne soit pas percé ou troué. Voilà, il faut se rendre compte qu'un masque à gaz pour les soldats, c'est quelque chose de très important. Parce que s'il y a une attaque au gaz et que le masque ne marche pas ou qu'il n'est pas à la taille du soldat, il peut mourir tout simplement. Du coup, dans l'armée allemande, les masques ils venaient en 3 tailles et puis après, chaque soldat était censé le régler à sa taille. Et puis, pour pas que tout ça soit mélangé, les soldats écrivaient un numéro sur la boîte du masque et écrivaient aussi normalement leur nom à l'intérieur. Donc là, on voit le nom. Et puis on remarque aussi qu'il y a l'année de fabrication, 1941, donc ça correspond aussi à l'année du casque, enfin de la jugulaire du casque. Et puis on voit aussi, les Allemands, ils étaient un petit peu monomaniaques à l'époque. Ils adoraient mettre des aigles avec des croix gammées partout, donc là c'est l'aigle avec la croix gammée. Et puis ils en mettaient vraiment partout, comme je disais. Là on a des exemples de têtes d'obus qui ont explosé, qu'on a retrouvées en fouille. Et même comme ça, sur les têtes d'obus, vous voyez qu'il y a un petit aigle nazi. Donc si quelqu'un d'entre vous travaille à Hollywood ou dans le milieu du cinéma, moi je vous conseille de faire une scène où un soldat américain, peut-être même juif, serait blessé par un obus allemand. Et puis le chirurgien, quand il opère le soldat, il récupère l'éclat. Et qu'est-ce qu'il voit sur l'éclat d'obus? Il voit un aigle nazi. Ça serait une scène assez intéressante dans le film, je pense. Revenons-en à ce masque à gaz. Donc il y a un nom écrit à l'intérieur, il y a marqué Gefre Mauthausen, donc ça veut dire le caporal Mauthausen. Et là, on a de la chance, je disais tout à l'heure, s'il n'y a que le nom, on ne peut rien faire. Mais dans ce cas-ci, le nom Mauthausen, justement, est extrêmement rare. Quand je l'ai cherché dans l'annuaire allemand, j'ai trouvé une seule réponse. Donc ça, c'est bien. Et en plus, je sais que ce masque à gaz a été récupéré à Digne. Les fermiers qui me l'ont donné ont dit, ça c'est un truc qui a été ramassé à Digne à la Libération. Donc j'ai pas mal d'infos pour ce cas et peut-être du coup qu'on va pouvoir le résoudre. Du coup je prends contact avec un chercheur à Berlin et je lui demande d'aller aux archives de l'armée allemande, donc la Deutsche Dienststelle, qui de nos jours s'appelle le Bundesarchiv Abteilung PA, et je lui dis s'il te plaît, copie-moi les dossiers de tous les Mauthausen qui existent, et nous on en cherche un qui a dû être capturé probablement à Digne, ou en tout cas qui a été à Digne à un moment donné. Et puis là, donc, il a fait les recherches, et bonne nouvelle, il a trouvé seulement 3 Mauthausen dans toute l'armée allemande, et un seul qui pourrait correspondre. Vous voyez, c'est ce Nikolaus Mauthausen, né en 1904 à Ziegelen, en Belgique à l'époque. Donc il était dans une unité, là, le Landesschutzbataillon 625, qui en effet, on retrouve un peu la trace de cette unité dans la région de Digne.
Et puis, ça dit qu'il a été capturé dans le sud de la France par les Américains à Eygne. Alors là, bien sûr, c'est mon archiviste allemand qui a un peu eu du mal à lire des écritures manuscrites. Ça, bien évidemment, ça correspond à Digne, en fait. Et puis, on voit dans ces archives, il y a toujours des trucs un petit peu bizarres. Parce que là, ça dit que il était en Italie à l'automne 1944, alors que Digne, on sait que ça a été libéré en août 44. Donc on a souvent des trucs un peu contradictoires. Et vous voyez que toutes ces infos sont écrites en général avec 1 ou 12 ans de retard aussi. Voilà. Et puis il a été prisonnier et ensuite envoyé aux États-Unis au camp de Strelby, dans le Mississippi. On remarque aussi qu'en 1942, il a été blessé par une blessure tangentielle au niveau du tibia gauche et il était dans un hôpital de la Luftwaffe dans la région parisienne. Et puis j'ai réussi aussi à avoir les archives de prisonniers de ce Mauthausen. Et là, bon, c'est un petit peu les mêmes informations, mais on trouve 2-3 détails en plus. On voit notamment que la date de capture, c'est le 20 août 44, donc ça correspond parfaitement à la libération de Digne. Par contre, l'histoire d'avoir été en Italie à l'automne 44, on capte pas trop d'où ça sort. Et puis, il y a aussi le nom de son épouse et son adresse. Vous voyez, Guerra, et il était marié donc à Gertrude. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir une photo de ce Mauthausen. Le plus intéressant, bien sûr, ça serait d'avoir une photo de lui, peut-être même avec ce casque sur la tête. Hein. On va aller savoir, c'est possible. Donc, j'écris des lettres à toutes les villes de résidence qui sont mentionnées dans ces documents. Malheureusement, j'ai pas trop de réponses. Il y a juste la ville de Guerra qui me répond, justement. Donc, brièvement, ils expliquent que il s'est marié en 1929 avec la Gertrude, et puis ils ont eu ensemble 5 enfants. Et puis, après la guerre, Mauthausen, il part illégalement en Allemagne de l'Ouest. Il laisse Gertrude derrière lui. Apparemment, ça s'est pas très bien passé, puis ils ont divorcé. Et puis, en Allemagne de l'Ouest, il se remarie une deuxième fois. Et il a encore 3 enfants. Donc il a 9 enfants au total. Et moi, voilà, en utilisant l'annuaire, en faisant des vidéos là-dessus, en faisant des articles, malheureusement, j'ai jamais réussi à trouver aucun de ces enfants. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, ils vont chercher sur Google, me trouver, m'envoyer un mail, on ne sait pas. Voilà, donc vous voyez, pas mal de recherches. On retrouve, cette fois-ci, on a de la chance, on retrouve bien l'identité complète du soldat, plein d'infos. Mais malheureusement, on ne trouve pas sa famille, on ne trouve pas de photos de lui. Mais l'enquête n'est jamais finie, elle continue toujours. Tout ça, ça a été possible parce que je savais que ce casque venait de Digne. Si j'avais acheté ce casque sur eBay, sans la moindre information, on a vu qu'il y avait quand même 3 gars qui s'appelaient Mauthausen dans l'armée allemande. Et si je savais pas que le casque venait de Digne, en fait, j'aurais pas pu savoir auquel des 3 le casque avait appartenu, ou le masque à gaz plutôt. Donc c'est très important quand on trouve un objet de préserver le contexte. Voilà, on trouve quelque chose. On demande aux gens, voilà, on vous donne quelque chose, vous demandez d'où est-ce que ça vient, qui c'est qui l'a ramassé, vous écrivez le nom des personnes et tout. Et ça peut vous aider à faire des recherches très intéressantes. Voilà. Si vous êtes un collectionneur de ces objets, on dit qu'on collectionne pour des raisons historiques, donc il faut préserver l'histoire, il faut préserver toutes les infos qu'on a, et pas juste comme ça acheter, vendre, échanger à tout bout de champ, en préservant uniquement l'objet, mais en détruisant tout le contexte. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous a intéressé. Et puis, moi, je suis toujours joignable à cette adresse email si jamais vous avez des questions sur les recherches. Voilà, bonne journée.